C'est quoi le bonheur pour toi, Isabelle? Le bonheur, c'est ce après quoi nous courons tous, nous les humains. On ne le sait pas forcément toujours, mais nous cherchons à nous sentir bien, nous cherchons à être joyeux. En fait, c'est ce qui devrait nous motiver le plus. Malheureusement, souvent, nous avons une telle idée du bonheur, comme le bonheur étant quelque chose où il fait toujours beau, où il y a toujours le soleil, on imagine le bonheur, on a une image du bonheur qui souvent finalement nous éloigne du bonheur. Donc à la fois je dis le bonheur c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous permet de nous sentir à notre place. Le bonheur c'est ce après quoi nous courons et en même temps malheureusement c'est aussi ce qui s'éloigne un petit peu souvent, c'est-à-dire le bonheur, quelquefois je compare à une savonnette, c'est-à-dire qu'on court après, mais plus on court après, plus il s'échappe. Tu as toujours eu cette définition en toi ou c'est une définition qui a évolué avec le temps? J'espère bien qu'elle évolue avec le temps et que si demain tu me reposes la même question, j'aurai une autre réponse. Je suis vivante, nous sommes tous vivants et quand on est vivant, il est important de changer souvent d'idée. En tout cas, ça fait partie aussi de ce qui fait partie du bonheur, c'est de ne pas être figé. Ce qui est figé, si j'avais la même définition des choses quand j'ai 5 ans, 10 ans, 12 ans, 18 ans et 90 ans, ben, ça veut dire qu'il y a un souci, ça veut dire que je n'évolue pas. La vie, elle est mouvement, la vie, elle est mutation, la vie, ça bouge. Donc, n'importe quoi qui ne bouge pas, je crois en ça, mordicus du début à la fin, eh bien, il y a quelque chose de pas très vivant, et quand c'est pas très vivant, il y a moins de bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment dans le mouvement de la vie. C'est à quel moment je suis dans le mouvement de la vie, je nage avec la vie, je suis dans le courant, en fait. Et on commence à souffrir et donc à sortir du bonheur quand on est à contre-courant, quand on stoppe le courant, quand on n'arrive pas à se laisser aller dans ce mouvement humain. Oui, tu parles de l'impermanence où il n'y a pas de quelque chose de permanent, tout est impermanence. Oui. Exactement. Quand tout a commencé. Quand tout a commencé, je ne sais pas ce que c'est tout, et je ne sais pas à quel moment je vais commencer le parcours. Déjà, j'ai été conçue au sein d'un couple de psy. Donc, on peut dire que je suis tombée dans la marmite des émotions quand j'étais toute petite. Mes parents ont tous deux subi énormément de violences dans leur enfance et donc avaient résolument décidé de ne jamais me faire violence. Et ils ont tenu relativement en tout cas, je dis relativement parce que parfois, mon père, par exemple, a quitté la pièce plutôt que de frapper. Et quelque part, c'est aussi violent pour un enfant d'être lâché quand le parent s'en va. Mais je n'ai jamais été frappée, je n'ai jamais été humiliée, je n'ai jamais été dévalorisée, je n'ai jamais reçu aucun interdit et je n'ai jamais été punie. Je n'ai été punie qu'une fois à l'école, 1 ou 2 fois à l'école, c'est tout. Et je pouvais relativiser la punition de l'école puisque je savais que les punitions étaient inutiles et nocives. Donc voilà, j'ai pu bénéficier d'une éducation qui m'a donné la liberté de penser et la liberté de ressentir. Donc mes parents étaient attentifs à ce que je vivais et étaient très attentifs à respecter mon chemin, respecter ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, mais aussi me permettaient de penser. Et ça, c'est vraiment très très riche pour moi. C'est ce qui t'a amené progressivement plus tard à devenir psychologue? Oui, probablement. Ouais. Au début, j'ai toujours voulu comprendre la vie, comprendre l'univers. Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est de comprendre. Saisir avec mon cerveau, identifier, comprendre, prendre avec moi. Et donc, j'ai voulu faire des études d'astrophysique. Seulement, ma prof de physique, en première, elle disait qu'avec un 2 en physique, ça n'allait pas du tout. Donc, même si j'avais 19 en maths, elle ne voulait pas que je passe en section C à l'époque. Donc, j'ai fait ma section D et puis je me suis inscrite en médecine parce que je me suis dit, du coup, je vais faire chercheur en biologie. Donc, je me suis demandé où je pouvais à la fois m'intéresser à notre place d'humain parmi les étoiles et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comprendre notre biologie, notre physiologie, etc. Et du coup, je m'intéressais énormément au cerveau
Et je me suis dit, je vais faire des études de psychologie. Et donc, j'ai fait des études de psychologie. Je me suis ennuyée copieusement à l'université. Heureusement, mon père, à ce moment-là, a introduit l'analyse transactionnelle en France. J'ai participé au premier stage d'analyse transactionnelle. J'avais donc 16 ans, c'était même avant que je fasse mes études. Et du coup, ça m'a donné cette idée, tiens, il y a ce regard sur les humains, sur les relations humaines. Et petit à petit, mes parents m'ont payé une première formation en Angleterre aussi pour faire du travail reichien, du Radix Work. Et donc, j'ai commencé à vivre des émotions, à vivre de la thérapie. J'ai fait ma propre thérapie et de fil en aiguille, voilà, c'est dessiné ce chemin qui est pour moi un double chemin. C'est d'une part le chemin vraiment intellectuel de compréhension de l'humain et c'est pour ça que j'ai toute cette approche très scientifique aussi, comprendre comment ça se passe dans le cerveau physiologiquement, comment la psyché s'enracine dans le physique. Mon premier livre était sur la psychosomatique, s'appelait Le corps messager, comment le corps s'institue le messager de nos conflits psychiques. Donc ça, c'est toute cette dimension vraiment profondément intellectuelle qui me passionne toujours, et puis la dimension de la relation, la dimension de la thérapie. Et là aussi, j'ai pendant des années pris énormément de plaisir à accompagner des personnes individuelles et des groupes vers davantage de bonheur. Alors, pour moi, le bonheur, c'est en réalité, on devrait l'apprendre à l'école. Je suis convaincu que si on pouvait justement réfléchir à tout ça dès notre plus tendre enfance, donc dès l'école, pourquoi pas dès la maternelle, ça nous donnerait justement peut-être d'autres pistes de réflexion ou peut-être que ça nous mettrait beaucoup plus en connexion avec qui on est vraiment. Et donc du coup, peut-être que tu es au courant, on est en train de créer une école qui s'appelle l'école de la vie, une école dite alternative, justement parce que je trouve que l'éducation nationale ne fait pas en sorte d'élever les enfants et plutôt de les mettre en compétition, de les couper leur créativité, etc. Quel est ton regard, toi, par rapport à tout ça ? L'école de la vie, c'est un des noms que j'aurais pu donner à l'école que j'ai fondée. Et bien sûr que c'est extrêmement important de nourrir les intelligences émotionnelles et relationnelles des enfants dès l'école et de donner aux enfants toutes sortes de clés qui leur permettent d'aller vers le bonheur. Je ne dirais pas que c'est le bonheur qui s'enseigne à l'école, puisque le bonheur, pour moi, c'est le résultat, c'est la résultante, c'est ce vers quoi nous tendons. Mais pour avoir le bonheur, en fait, pour rester heureux, parce que je pense que un enfant, quand il ne souffre pas, un bébé est dans cet état de bonheur. Le bonheur, c'est quand nous développons toutes nos capacités, c'est lorsque nous nous sentons aimés, accompagnés, en lien avec autrui, en connexion les uns avec les autres, puisque les humains, nous sommes une espèce sociale. Donc, si nous sommes en connexion les uns avec les autres, nous éprouvons le bonheur. Et si nous avons la possibilité d'explorer, de réaliser notre potentiel individuel. Donc il y a vraiment ces deux, l'axe horizontal de comment je suis relié avec autrui et l'axe vertical sur qui je deviens, qui je peux être. Et donc le bonheur, c'est cette résultante de la connexion, de la réalisation de soi et de simplement se sentir vivre ici, maintenant. Dans la réalité, étant donné que les parents nous demandent ceci, cela, que l'école nous demande ceci, cela, qu'on nous impose toutes sortes de contraintes, qu'on nous fait réprimer nos émotions, nous quittons parfois cet état de bonheur et c'est là qu'on pourrait enseigner aux enfants toutes sortes de choses sur comment le retrouver. C'est clair. Pour rester heureux et garder la capacité au bonheur, nous avons à apprendre à maîtriser ce phénoménal outil de course que nous avons dans la tête, qui est notre cerveau. C'est comme si on avait une Porsche dans le cerveau qui démarre au quart de tour, mais on n'a jamais appris à conduire. Alors du coup, paf, on rentre dans le mur très rapidement, dans nos relations sociales, dans les couples, dans la famille, on se met à hurler, on se met à être mal avec... Bref, on n'arrête pas de rentrer dans le décor parce que nous ne savons pas conduire cette Porsche. Il y a toute une palette d'outils à notre disposition qu'on peut intégrer à l'école. Est-ce que tu as des outils comme ça, rapidement, à nous donner ? Rapidement. Et voilà les humains. On veut tout le temps que les choses soient rapides. Mais non, on a aussi besoin de s'inscrire dans la lenteur parce qu'un des premiers outils, ça va être l'écoute et le silence. C'est pas pareil de dire aux enfants « taisez-vous, écoutez ».
que de leur enseigner à écouter vraiment. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, peut-être quand un de leurs petits copains parle, écoutez pas seulement les mots, mais écoutez son cœur. Voilà. Écoutez le cœur de l'autre. Pour pouvoir écouter le cœur de l'autre, on peut se caler sur sa respiration. Ça s'appelle l'empathie somatique. L'empathie somatique, c'est-à-dire dans le corps, je me cale sur son rythme, je prends peut-être à peu près le même style de posture que lui, et du coup, je peux écouter avec mon cœur et probablement mieux comprendre, et ça va me donner accès aussi à l'empathie. Est-ce qu'on est proche de la méditation? Ça me fait penser à la méditation, ce que tu dis, ou c'est encore autre chose? La méditation est une technique autre. Là, c'est la technique d'empathie, pour savoir écouter, écouter le cœur de l'autre, écouter son émotion, déceler son émotion. On est trop habitué à réagir en surface, et surtout les enfants, hop, 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 on réagit en surface. Et écoutez, taisez-vous, faites ceci, faites cela, etc. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc du coup, les enfants apprennent souvent à se contenter de la surface. Mais on peut leur enseigner à aller un petit peu plus loin. On aurait tous bénéfice à pouvoir aller un petit peu plus loin. Oui, la méditation, c'est une autre technique. Bien sûr que beaucoup de techniques se rejoignent, mais quand on écoute, il ne s'agit pas vraiment de se mettre en état méditatif. Même si le fait de méditer va nous enseigner à garder le silence et à écouter. Mais dans la méditation, j'écoute ce qui se passe d'abord à l'intérieur de moi. Même s'il y a toutes sortes de techniques de méditation et que dans les techniques de méditation, on peut commencer par écouter les bruits, écouter les oiseaux au loin, écouter les voitures encore plus loin, écouter le plus loin possible, écouter jusqu'à la mer, puis revenir à l'intérieur de soi. En fait, la méditation, pour moi, c'est pas la méditation. C'est méditer, c'est tout un ensemble de pratiques qui nous permettent d'arriver à dompter notre cerveau, à dompter, au moins l'observer, le maîtriser, quand on a besoin de le maîtriser, cultiver certaines attitudes plutôt que d'autres. Oui, apprendre à conduire davantage. Pour moi, la méditation et la psychologie sont extrêmement reliées puisque j'ai commencé à être initiée à la méditation, j'avais 14 ans en Inde et donc du coup forcément c'est difficile pour moi de séparer qu'est-ce qui est de la psychologie et qu'est-ce qui est la méditation. C'est une bonne transition, tu parles de psychologie, on parle de psychologie positive aussi, on dit que les neurosciences aussi s'intéressent à tout ça. À mon sens, voilà un outil aussi qu'on devrait apprendre aux enfants, quoi. Bien sûr, l'enseigner bien sûr. Tout à fait, ouais. On parle d'altruisme aussi. Oui. On parle aussi... Mais là, l'altruisme, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'enseigner. C'est naturel chez l'humain. Tous les tout petits bébés sont naturellement altruistes. Et donc ça, les sciences nous le montrent et nous le prouvent aujourd'hui. Ça faisait partie de ce que l'on constatait avant. Maintenant, on le constate vraiment scientifiquement. Un tout petit nourrisson va être empathique. Il entend un autre pleurer. Il pleure dans les crèches sans arrêt. Il voit des tout petits, un petit qui pleure. Eh bien, l'autre va donner sa propre sucette, sa propre totote à l'autre pour le calmer. Un petit peu plus tard, il va aller chercher le doudou de l'autre pour l'aider à se calmer parce qu'il a compris que ce n'était pas son doudou à lui qui allait calmer, mais qu'il avait besoin de son propre doudou. Mais donc cet altruisme est naturel. Une autre expérience montre que si une maman est là, elle est en train d'essayer de mettre du linge à sécher et elle fait tomber une épingle à nourrice. Et donc elle est là et elle fait semblant de ne pas arriver. Eh bien, un petit bébé qui ne sait pas encore marcher va aller ramper jusqu'à attraper le truc et le donner à sa maman. Donc cette impulsion altruiste, elle est présente à l'intérieur de nous. Elle est cassée par l'éducation. Donc on ne va pas enseigner l'altruisme, mais on va enseigner à se relibérer de ce qui nous a enfermés et ce qui a empêché notre altruisme naturel. Et ouais, c'est tout un déconditionnement finalement, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est plutôt que de... Bien sûr qu'il y a des choses à enseigner, bien sûr qu'il y a des lois dans la relation, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et bien sûr qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on découvre des choses qui se passent dans notre cerveau, qui éclairent la situation et qui nous permettent de nous adapter beaucoup plus précisément. Mais il y a aussi à se libérer de ces conditionnements de l'éducation et à revenir simplement à
quelle est ma liberté, qu'est-ce que je sens, de quoi j'ai envie, et savoir être à l'écoute de ça, tout en étant attentif aux autres. Complètement, ouais, c'est vraiment un retour vers soi au final. Oui, en même temps, retour vers soi, c'est un retour vers la vie. Parce que ce n'est pas seulement soi en tant que soi, c'est aussi moi et autrui. Parce que un humain n'existe pas sans les autres. Donc quand on dit retour vers soi, quelquefois on pourrait avoir une représentation que c'est moi en tant que moi. Mais même dans la psychothérapie en tous les cas telle que je la pratique, n'est pas 100% introspective. Elle est une part introspective et une grosse part aussi relationnelle. Parce que nous n'existons pas les uns sans les autres. Nous sommes une espèce sociale. Et donc c'est vraiment important de tenir compte de cette socialisation. Est-ce que tu aimes bien les citations? J'aime beaucoup les citations puisque j'ai écrit un livre en mettant toutes sortes de citations. Et est-ce qu'il y a une citation que tu préfères plus qu'une autre? Là, il m'en vient une à l'esprit, et donc c'est celle-là que je vais dire, mais c'est celle que je préfère aujourd'hui à l'instant T. Je pense que, et c'est d'ailleurs la nature de cette citation, puisque c'est une citation du Bouddha Shakyamuni qui dit lorsque vous avez construit un radeau pour traverser la rivière, hein, une fois que vous êtes sur l'autre berge, il est inutile de transporter le radeau sur votre dos pour traverser la jungle. Et donc ça veut dire que même une citation, elle va me porter, elle va me permettre de traverser une rivière, parce qu'aujourd'hui je suis en train de traverser une rivière, mais si à un autre moment je suis devant une jungle, eh bien, il va me falloir une autre citation. Donc là encore, je n'ai pas vraiment de citation préférée pour toute la vie, tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin là, tout de suite. Et souvent, mes élèves me demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il n'y a pas de il faut. Chaque fois, on a besoin de se poser la question, quel est mon objectif? Et en fonction de l'objectif, je sais de quels ingrédients j'ai besoin. Mais il n'y a pas de règle générale pour se comporter dans la vie 100% tout le temps. Merci Isabelle.